La parole est à Monsieur Jean Launay, rapporteur pour avis de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le vote d'une loi de programmation militaire est de première importance pour nos armées et pour notre nation, puisqu'il définit le cadre de référence pour construire un modèle d'armée cohérent dans la durée et adapté aux problématiques du monde contemporain. À la suite du Sénat qui a adopté le texte le 21 octobre dernier, notre Assemblée va désormais se prononcer sur la programmation militaire pour les 6 prochaines années. Bien que les seules lois de finances successives aient vocation à déterminer les ressources et les dépenses qui seront effectivement engagées, la loi de programmation constitue une référence de première importance au moment du vote des budgets successifs. Cette LPM détermine une trajectoire financière dont le respect permettra à nos armées de mener à bien les opérations d'investissement et de modernisation essentielles pour atteindre les objectifs stratégiques par le livre blanc. Je résumerai en 3 points ces objectifs. En premier lieu, il fallait définir une trajectoire qui puisse concilier souveraineté budgétaire et souveraineté stratégique. Les objectifs fixés par la précédente LPM établie avant la crise n'étaient plus tenables et n'étaient d'ailleurs pas tenus. Entre 2009 et 2013, la précédente LPM prévoyait une ressource de 161,9 milliards d'euros, mais le ministère de la Défense n'a bénéficié que de 157,1 milliards d'euros, en retrait de 4,8 milliards d'euros par rapport à la programmation initiale, ce qui représente le prix de 48 avions de chasse de type Rafale. Il fallait donc revenir à une trajectoire plus réaliste. Le second point est qu'il était nécessaire de moderniser notre outil de défense en tenant compte de l'évolution du contexte international et des menaces qui pèsent sur notre pays. Et là, ce sont 3 grands principes qui ont été retenus: autonomie stratégique, différenciation des forces, mutualisation des forces. Ces principes guident les investissements nécessaires prévus par la LPM. J'y ajouterai, mais vous l'avez vous-même souligné, Monsieur le Ministre, l'effort sur la recherche et technologie. Enfin, le 3e axe stratégique retenu par le livre blanc réside dans la priorité accordée au maintien de l'activité opérationnelle. Ce concept recouvre essentiellement l'entraînement des forces, mais aussi la disponibilité des matériels que nos soldats sont amenés à utiliser. Or, cette disponibilité des équipements n'a pas cessé de décliner au cours des dernières années, notamment en raison du coût de la sophistication croissante des matériels. C'est pourquoi, sur la période 2014-2019, l'augmentation moyenne des crédits consacrés à l'entretien programmé des matériels sera de 4,3% pour s'établir à un niveau annuel moyen de 3,4 milliards d'euros courant sur l'ensemble de la période. Cette hausse des crédits permettra donc d'accompagner la hausse des coûts de maintenance liés à l'arrivée de matériel de nouvelle génération du type Tigre, NH90 ou Rafale. Elle permettra aussi de faire face à la nécessité de prolonger la vie de certains matériels des types Atlantique II par exemple. J'en viens maintenant, Monsieur le Ministre, au cœur de mon propos, c'est-à-dire à l'analyse de la trajectoire financière telle qu'elle est prévue par la loi de programmation militaire. Les ressources programmées au profit de la mission défense s'élèveront à 190 milliards d'euros courants, soit 179,2 milliards d'euros constants sur la période. C'est l'objet de l'article 3. Durant les 3 premières années, le montant total des ressources de la mission défense sera ainsi préservé en valeur au niveau de la loi de finances initiale pour 2013. À partir de 2017, il est prévu un renforcement progressif des crédits budgétaires de la mission qui atteindront 32,51 milliards d'euros en 2019. Au total, entre 2014 et 2019, les crédits de la mission défense progresseront donc de 3,6%. Le maintien, puis l'augmentation des crédits de la défense correspondent donc à la double volonté du Président de la République et du Gouvernement de maintenir l'ensemble du spectre des missions actuellement confiées à nos armées et de préserver notre base industrielle et technologique de défense qui représente près de 165 000 emplois directs et indirects. À ce titre, il est important de souligner qu'aucun des grands programmes d'armement n'est remis en cause ou abandonné, même si le ministère de la Défense a entrepris de renégocier certains contrats afin d'étaler dans le temps les livraisons. C'est notamment le cas des sous-marins type Barracuda et des hélicoptères NH90. Les dépenses d'équipement seront en moyenne de 17,2 milliards d'euros par an, avec une accélération progressive sur la période de programmation, puisque
16,5 milliards d'euros d'investissements sont prévus en 2014 contre 18,2 milliards d'euros en 2019. Au total, 102 milliards d'euros seront consacrés à l'équipement dans la période. Cet effort d'investissement donne également du sens au principe de mutualisation au niveau européen, puisque la programmation confirme la poursuite des grands programmes conduits en coopération, sujet sur lequel nous avons travaillé l'an dernier dans le cadre de la mission d'évaluation et de contrôle avec mes collègues François Cornu-Gentil et Jean-Jacques Bridet. Enfin, pour préparer l'avenir et les équipements du futur, le secteur des études amont sera renforcé et bénéficiera annuellement d'une dotation moyenne de 730 millions d'euros de crédit, soit une hausse de 10% par rapport à la période couverte par la précédente LPM. Cette programmation est donc ambitieuse, mais elle me semble à la fois réaliste et nécessaire. Et le budgétaire de service que je suis partage avec vous, Monsieur le Ministre, le souci de l'avoir respecté dans la durée. Certains points méritent donc une attention particulière. J'en citerai 4. La perception des ressources exceptionnelles, le financement des opérations extérieures, la maîtrise de la masse salariale et le respect des hypothèses d'exportation. S'agissant des recettes exceptionnelles, 6,1 milliards d'euros sont programmés sur les 190 milliards d'euros prévus au total. Cela représente une somme importante, notamment pour les premières années de programmation, puisque 1,77 milliard d'euros sont prévus en 2014 et en 2015, puis 1,25 en 2016. Ces ressources déclinent encore ensuite entre 2017 et 2019 pour n'atteindre que 150 millions d'euros en 2019. Ces ressources exceptionnelles seront notamment constituées, et merci Monsieur le Ministre d'avoir évoqué à ce sujet votre souci de la transparence, de l'intégralité du produit de cession d'emprise immobilière utilisé par le ministère de la Défense, pour au moins 660 millions d'euros sur la période 2014-2016, constituer encore des redevances versées par les opérateurs privés au titre des cessions de fréquences déjà réalisées lors de la précédente LPM pour 200 millions d'euros, et d'un nouveau programme d'investissement d'avenir, PIA, au bénéfice de l'excellence technologique des industries de défense pour 1,5 milliard d'euros, dont les crédits sont déjà prévus dans le projet de loi de finances 2014. Ces ressources que je viens de présenter seront perçues de manière certaine par le ministère pour un montant de 2,38 milliards d'euros. Il reste donc à trouver 3,72 milliards d'euros pour atteindre la somme des 6,1 milliards d'euros. Ces ressources seront en majeure partie issues du produit de la mise aux enchères des bandes de fréquences comprises entre les fréquences 694 MHz et 790 MHz, que l'on appelle communément la bande des 700. Il s'agit du premier point de vigilance que je voudrais souligner. En effet, si le montant anticipé n'apparaît pas exagéré, compte tenu du fait que ces bandes de fréquences correspondent à des fréquences basses très demandées par les opérateurs, le calendrier est plus incertain puisqu'il doit y avoir une négociation européenne à la fin de l'année 2015, connue sous le nom de deuxième dividende numérique, sujet de l'harmonisation des fréquences en Europe. Or, les opérateurs ne se mobiliseront certainement pas avant cette date pour acheter les fréquences. Compte tenu du système des vases communicants qui prévoit le remplacement progressif des ressources exceptionnelles par des crédits budgétaires, cela peut poser un problème non pas sur le montant des ressources, mais sur le calendrier de perception. Pour parer à toute éventualité, 2 clauses de sauvegarde ont donc été introduites par rapport à la rédaction initiale de l'article 3 de la LPM. En premier lieu, d'autres ressources exceptionnelles issues de cessions éventuelles de participation au sein d'entreprises publiques pourront être mobilisées en cas de décalage ou d'insuffisance des recettes effectivement perçues. Par ailleurs, si les autres recettes exceptionnelles n'étaient pas au rendez-vous, ce sont des crédits interministériels qui seraient mobilisés. Je constate, et je m'en réjouis, qu'un amendement gouvernemental précisera que le montant des recettes exceptionnelles pourra être augmenté de 500 millions d'euros en 2014 afin de sécuriser la programmation des opérations d'armement jusqu'à la première actualisation de la programmation en 2015, si la soutenabilité financière de la trajectoire des opérations d'investissement programmées par la présente loi apparaissait compromise. Cette nouvelle version du texte paraît donc de nature à garantir que les équilibres financiers sur lesquels repose la LPM ne seront pas remis en cause. C'est pourquoi je suis favorable à l'article 3 tel qu'il sera avec l'amendement introduit par le Gouvernement.
Je présenterai pour ma part un autre amendement visant à ce que l'utilisation des recettes exceptionnelles soit détaillée au niveau des actions et des sous-actions concernés, des programmes concernés, dans le rapport annuel d'exécution transmis par le gouvernement au Parlement. Nous saurons ainsi de manière précise à quoi ces recettes ont pu servir au ministère de la Défense et nous aurons ainsi l'assurance qu'il ne s'agit pas, permettez-moi l'expression, de monnaie de singe, comme certains ont pu le craindre. Le second point de vigilance concerne les OPEX. L'article 3 bis de la LPM prévoit en effet une diminution de l'enveloppe annuelle consacrée aux opérations extérieures, qui passe de 630 millions d'euros à 450 millions d'euros à partir de 2014. Cette réduction des crédits consacrés aux OPEX peut, a priori, apparaître problématique, étant donné que l'enveloppe consacrée aux OPEX est systématiquement dépassée. Mais il faut y regarder de plus près, et cette rédaction, et je considère qu'elle est favorable au ministère de la Défense, car l'article 3 bis de la LPM prévoit que les surcoûts non couverts par cette dotation feront l'objet d'un financement interministériel. Vous me direz que c'était déjà une pratique, maintenant ça sera une obligation puisqu'elle est portée dans la loi. Ce raisonnement repose en effet sur la distinction entre les missions extérieures traditionnellement confiées au ministère de la Défense, présence au Liban, en Côte d'Ivoire, dont le coût devra être couvert par la dotation de 450 millions d'euros, et les missions exceptionnelles décidées par le pouvoir politique, intervention au Mali ou en Libye, dont le financement excédentaire devra relever de la mobilisation de crédits interministériels pour ne pas affecter les crédits propres du ministère de la Défense. Alors que le gouvernement vient d'annoncer le déploiement de 1 000 hommes supplémentaires en RCA, je suis convaincu que cette clause s'appliquera et que cela permettra d'éviter de grever le budget du ministère de la Défense. Je suis donc favorable à la rédaction actuelle de l'article 3 bis, mais il faudra bien sûr là aussi être vigilant pour que cette clause de sauvegarde soit bien appliquée. La troisième condition nécessaire à une réalisation de la trajectoire financière conforme aux prévisions réside dans la maîtrise de la masse salariale. C'est l'objet de l'article 4 de la LPM. En effet, sous la précédente LPM, et mes collègues l'ont déjà mentionné, on a constaté que le coût de la masse salariale n'a cessé de progresser malgré les réductions d'effectifs. C'est pourquoi le présent projet de loi prévoit 23 500 réductions de postes supplémentaires par rapport à la précédente programmation, mais accorde aussi une attention accrue à la problématique du repyramidage afin de contenir l'évolution des effectifs d'officiers. Ainsi, dès 2015, on devrait assister à une réduction des dépenses de titre 2 après des décennies d'augmentation constante. D'un montant annuel moyen de 11 milliards d'euros en 2013 et 2014, on devrait ainsi approcher un montant de 10,2 milliards d'euros en 2019. Il faut, vous l'avez déjà fait, Monsieur le Ministre, mais il faut souligner que ces réductions d'effectifs cibleront en priorité les fonctions soutien par rapport aux unités opérationnelles, selon un rapport de tiers, un tiers. Et je crois nécessaire de rappeler qu'avec 242 279 personnels en 2019, l'armée française restera la plus grande armée d'Europe. Quatrième et dernier point de vigilance, il concerne les exportations. On a constaté sous la précédente LPM que l'absence d'exportation de certains matériels, notamment en ce qui concerne les Rafales, avait engendré des mouvements de crédit très importants au détriment d'autres programmes d'équipement en raison des contrats de livraison liant l'État aux industriels. Dans la présente LPM, l'hypothèse est faite que les exportations prendront le relais des commandes d'État. À titre d'exemple, à partir de 2017, l'État n'achèterait plus de Rafale. Et ce scénario me semble plausible compte tenu des informations, Monsieur le Ministre, que vous nous donnez régulièrement. Les négociations avec l'Inde, avec des négociations exclusives portant sur l'acquisition des 126 avions Rafale, dont 18 seront construits en France, ainsi que d'ailleurs les kits de livraison des autres appareils qui seront également construits en France, ce qui est de nature à changer la donne en matière de contrats liant l'État à Dassault. C'est pourquoi l'un des objets de la clause de rendez-vous de 2015, au troisième alinéa de l'article 4 bis de la LPM, est de faire un point d'avancement sur les hypothèses d'exportation, ce qui permettra de renégocier des contrats le cas échéant. Je suis favorable à cet article, mais je présenterai un autre amendement visant à mieux informer le Parlement dans ce domaine de la connaissance des exportations d'armement
de la France. Afin de mieux anticiper les résultats en la matière, je proposerai donc que le rapport sur les exportations soit fourni en même temps que les documents annexés à la loi de règlement, c'est-à-dire au plus tard à la date du 1er juin. Nous veillerons également au bien-fondé des contrats liant l'État aux industriels. Enfin, je voudrais mentionner un dernier élément qui ne relève pas directement de la LPM, mais dont l'enjeu est fondamental. Il s'agit du report des charges cumulées, qui atteint aujourd'hui près de 3 milliards d'euros, dont 2 pour le seul programme 146 consacré à l'équipement des forces. Il me semble essentiel que les gels et surgels qui ont bloqué une partie importante des crédits du ministère, jusqu'à 20% des crédits pour l'armée de terre par exemple, soient enfin levés pour ne pas aggraver cette problématique. À cet égard, je vous avoue mon inquiétude lorsque j'ai appris que le ministère allait devoir trouver 500 millions d'euros supplémentaires d'économies sur les crédits mis en réserve pour contribuer à l'économie générale de 3 milliards d'euros prévue par la loi de finances rectificative. Les amendements déposés par le gouvernement nous rassurent. Ils prévoient, mais je les ai déjà mentionnés, ces 500 millions d'euros supplémentaires au titre des recettes exceptionnelles. Il faudra bien sûr être vigilant, comme pour l'ensemble des recettes exceptionnelles, et veiller à ce que la mobilisation et l'inscription de ces crédits soient exécutées en temps et en heure. Ce dernier point mis à part, je voudrais souligner que cette loi repose sur un mécanisme simple. Si le ministère de la Défense parvient à mener à bien les réformes qu'il doit conduire, alors il disposera de crédits suffisants. À l'inverse, si des dérapages sont constatés, il se trouvera en situation d'auto-assurance. Par contre, s'il doit faire face à des aléas qui ne dépendent pas de sa volonté, comme les interventions extérieures ou la non-perception des ressources exceptionnelles au moment voulu, alors des clauses de sauvegarde prévoient la mise en œuvre d'un financement interministériel afin que le budget propre de la défense ne soit pas mis excessivement à contribution. Ce mécanisme d'équilibre, ainsi que le caractère réaliste des prévisions inscrites dans le texte, me permettent donc de donner un avis favorable sur ce projet de loi de programmation, tout en recommandant une vigilance particulière sur les 4 points que j'ai mentionnés. Les efforts consentis pour le budget défense sont importants, alors même que le contexte budgétaire est contraint, et nous pouvons observer des coupes chez tous nos voisins, y compris outre-Atlantique. Je considère donc que cette LPM, si elle est respectée, et nous ferons tout avec vous, Monsieur le Ministre, pour qu'elle le soit, permettra de préserver notre capacité globale d'action et conserver le consensus politique observé depuis des années pour le maintien d'un outil de défense moderne et puissant, loin de l'idée insidieuse de déclassement que certains voudraient voir prospérer. Je vous remercie. Merci.